Souvent, quand on s'arrête pour regarder l'eau couler sous un pont ou bien face à un immense barrage hydroélectrique, on a tendance à voir ça de manière assez utilitaire. C'est de l'eau, ça coule, c'est joli, et puis ça irrigue nos champs. Mais pour cette nouvelle exploration de nos sources, la mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi une rivière, en fait, c'est loin d'être un simple tuyau de plomberie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un véritable organisme vivant, en perpétuel mouvement. Et on va découvrir à quel point nos infrastructures humaines, qui sont certes très pratiques pour nous, viennent carrément bouleverser toute la vie de ce milieu. Exactement. Et toutes nos données pour cette analyse approfondie proviennent d'une excellente vidéo de la chaîne YouTube Romain Solite. La vidéo s'intitule d'ailleurs de manière très pragmatique «La vie des cours d'eau, c'est pas compliqué si c'est bien expliqué». C'est un titre parfait, parce qu'en effet, la mécanique spatiale et biologique d'une rivière, ça peut paraître technique de l'extérieur, mais c'est hyper logique quand on s'y penche vraiment. Ouais, c'est clair. Mais avant même de comprendre comment nous, avec nos pelleteuses et notre béton, on vient casser ces rivières, il faut déjà capter comment elles fonctionnent à l'état naturel, de la petite source jusqu'à l'océan. Tout à fait. Et pour ça, l'approche la plus parlante, c'est d'observer la vitesse de l'eau. Une rivière coule toujours dans un sens, de l'amont vers l'aval. La gravité, quoi. Voilà, la gravité. Et à sa source, qui est souvent située en altitude, dans les montagnes, la pente est très abrupte. Du coup, l'eau dévale avec une énergie cinétique énorme. Elle fonce, elle tape contre les rochers, ça éclabousse partout. Elle. En fait, cette turbulence extrême agit comme un mixeur. L'eau se brise et capture l'oxygène de l'air. Elle devient hyper oxygénée. Ce qui est parfait pour certains poissons bien précis. La source mentionne notamment la truite. J'imagine que la truite, elle est taillée sur mesure pour ce genre de milieu de l'extrême. Ah, complètement. La truite a un métabolisme qui exige une eau saturée en oxygène. En plus, le fond rocheux est nettoyé en permanence par ce courant violent, donc il n'y a pas de vase. C'est le paradis pour elle. Mais bon, l'eau finit bien par descendre vers la plaine. Et là, la pente diminue vachement. L'eau ralentit. Et au lieu d'aller tout droit, elle se met à faire des gros virages, ce qu'on appelle des méandres. Exactement. Et cette perte de vitesse change tout l'écosystème. Bon, décortiquons tout ça. J'aime bien utiliser une analogie visuelle pour comprendre. Une rivière, au final, c'est un peu comme une grande ville avec différents quartiers. Une ville, Ah, je vois où tu veux en venir. Bah oui, t'as le centre financier hyper frénétique, tout le monde court partout, ça c'est l'eau rapide en montagne. Et puis, t'as la banlieue résidentielle, beaucoup plus calme, avec des rues qui serpentent, ça c'est les méandres en plaine. Du coup, si la rivière crée elle-même tous ces quartiers, est-ce que la règle d'or c'est simplement que plus il y a de quartiers différents, plus il y a de vie? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est exactement ça. La clé absolue de la biodiversité d'un cours d'eau, c'est la multiplication des habitats différents. D'accord, donc il faut du chaos en gros. C'est ça, un chaos organisé. Dans un méandre, le courant creuse d'un côté et dépose de la matière organique de l'autre. Ça crée des zones calmes, idéales pour d'autres poissons comme les gardons ou les barbeaux. Et la fameuse matière organique qui se dépose. La vidéo fait une blague géniale dessus. Elle dit que ça nourrit des petites larves d'insectes qui ressemblent à, je cite, des cornichons. Oui, des petits cornichons verts. C'est très drôle, mais mine de rien, cette biomasse, ces cornichons, c'est la base de toute la chaîne alimentaire pour la faune de plaine. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la rivière a absolument besoin de cette diversité, de ces virages et de ce chaos pour nourrir ces petits cornichons et faire vivre tout le monde, que se passe-t-il quand l'humain débarque et décide de ranger la nature? Eh bien, ça crée un choc frontal. L'obsession humaine, surtout pour l'agriculture, c'est la géométrie. On veut des parcelles prévisibles. Bah ouais, un champ de maïs, c'est carré, on n'a pas envie que la rivière bouge de 10 mètres chaque année. Voilà. Et puis, historiquement, on a voulu irriguer facilement ou, au contraire, drainer l'eau rapidement pour éviter les inondations en hiver. Donc, la solution technique qu'on a trouvée, ça a été de canaliser les rivières. On sort les pelleteuses et on trace des lignes parfaitement droites. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, voir la rivière uniquement comme une ressource utilitaire, ça nous fait complètement oublier que c'est un organisme vivant. Et un organisme vivant, ça a besoin d'espace, de friction et de désordre. Donc, la ligne droite, c'est le mal absolu pour une rivière. Écologiquement, oui. En supprimant les méandres, on supprime les variations de courant. Il ne reste qu'un seul type d'habitat. Un grand canal en forme de U, avec de l'eau qui coule à la même vitesse partout. C'est l'équivalent d'un désert aquatique, quoi. Absolument. Les poissons ou les larves sont forcés de lutter en permanence contre un courant unidirectionnel. Il n'y a plus de zone de repos derrière un caillou ou une racine.
Et j'imagine que l'eau coule beaucoup plus vite vu qu'il n'y a plus de virage pour la freiner. Elle accélère drastiquement. Et comme l'eau a de l'énergie à revendre, mais ne peut plus creuser sur les côtés à cause des berges souvent empierrées, elle va creuser vers le bas. Ah oui, elle incise son propre lit. Exactement. Le cours d'eau agit comme une vraie fraiseuse. Il creuse verticalement. Et le paradoxe énorme là-dedans, c'est l'impact sur les cultures adjacentes. Attends, comment ça? En creusant son lit toujours plus profondément, la rivière se comporte comme un siphon géant. Elle entraîne avec elle la nappe phréatique qui est juste en dessous des champs. Oh la vache! Donc en voulant aménager un canal tout droit pour évacuer l'eau l'hiver, on draine complètement les terres agricoles en profondeur. C'est ça. On assèche les terres, ce qui aggrave dramatiquement leur vulnérabilité face aux sécheresses estivales. Donc, non seulement on tue la biodiversité, mais en plus on se tire une balle dans le pied pour l'agriculture. C'est absurde. C'est le résultat d'une ingénierie qui n'a pas pris en compte la mécanique globale du vivant. Bon, transformer une rivière en ligne droite, c'est catastrophique, c'est acté. Mais alors, bloquer complètement la route, c'est le coup de grâce. Les barrages, oui, l'obstacle ultime. Que ce soit un mur hydroélectrique gigantesque ou juste un petit reste de moulin de 2 mètres, la vidéo explique que c'est une vraie catastrophe. Parce que la rivière, en fait, c'est une autoroute super fréquentée. Et là, on crée des bouchons massifs. C'est une excellente métaphore. Le barrage rompt ce qu'on appelle la connectivité longitudinale. Et le cas le plus emblématique présenté dans l'analyse, c'est le saumon atlantique en Normandie. Ah, le saumon. C'est incroyable ce poisson. Il naît dans la petite rivière bien fraîche, il descend jusqu'à l'océan pour grandir. Et son cycle de reproduction exige qu'il fasse le chemin inverse. Il doit remonter le courant, guidé par un instinct millénaire, pour retourner pondre exactement là où il est né. Sauf que là, paf, un mur en béton au milieu de sa route. Un obstacle infranchissable. Il dépense ses ultimes réserves d'énergie à sauter contre le béton et il finit souvent par mourir d'épuisement sans s'être reproduit. Le cycle est brisé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce qu'on a juste construit tous ces barrages et ces moulins par ignorance totale de leur trajet quotidien? On a condamné ces migrateurs sans le savoir? Cela soulève une question importante. En fait, l'humain n'a souvent pensé qu'à ses propres besoins, à court terme, faire tourner une roue, produire de l'électricité. On n'a pas réalisé que nos petites infrastructures modifient l'échelle de temps et de survie d'espèces qui fonctionnent sur des cycles évolutifs très longs. Et la source souligne un truc de dingue au passage. Le barrage, c'est pas qu'un mur physique. C'est aussi un mur chimique. Tout à fait. Une retenue d'eau, c'est un lac artificiel stagnant. L'eau chauffe au soleil, l'oxygène chute, et ça altère totalement la signature thermique de la rivière en aval. Ouais, et la mémoire olfactive du saumon. Le saumon sent l'odeur chimique unique de sa rivière natale pour retrouver son chemin. Mais le lac du barrage vient diluer toute cette odeur. C'est ça, le poisson est complètement désorienté. C'est pour ça que les solutions palliatives sont si complexes à mettre en place. Les fameuses passes à poissons, les PAP, des espèces de petits escaliers d'eau artificiels. Oui, l'ingénierie essaye de réparer ces erreurs. On crée des bassins successifs avec une déclivité calculée pour que le poisson puisse sauter de marche en marche. Mais c'est pas la panacée, si. J'imagine qu'un petit poisson un peu faiblard, il n'arrivera jamais à grimper ça. Exactement. C'est souvent calibré pour les grands migrateurs puissants, comme le saumon. Les autres espèces restent bloquées. Et surtout, c'est très dur pour les poissons de simplement trouver l'entrée de cette passe, au milieu du bougeonnement d'un barrage. Chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc la vraie solution idéale, la seule qui marche à 100%, c'est de tout péter. En termes plus scientifiques, on appelle ça l'effacement des ouvrages. Oui, supprimer totalement les restes de moulins et les petits barrages obsolètes pour rendre sa liberté au cours d'eau. Restaurer la continuité écologique. Et cette continuité, c'est pas juste pour que les saumons puissent faire trempette plus haut. Et c'est là qu'intervient la rime géniale de la source. C'est dément les sédiments. Sable, le gravier, les cailloux, les sédiments, quoi. C'est vrai qu'on pense toujours à sauver les animaux mignons ou majestueux, mais on oublie complètement qu'il faut sauver la boue et les cailloux. Et pourtant, sans sédiments, c'est tout l'écosystème qui s'effondre, de manière invisible. La rivière est un ruban convoyeur. Si un barrage bloque les cailloux, ils s'accumulent au fond du lac de retenue. Et de l'autre côté du mur, en aval, L'eau qui est relâchée est affamée de sédiments. Elle a de l'énergie, mais rien à transporter. Donc elle arrache tout ce qui reste dans le fond de la rivière. Elle décape les graviers. ah ouais, elle nettoie tout jusqu'à la roche-mère.
Et pour la reproduction du saumon, c'est dramatique. C'est le point clé. Si le saumon réussit l'exploit de remonter par la passe à poisson, mais qu'il trouve un lit de rivière complètement stérile, sans gravier pour creuser son nid, sa fameuse frayère, sa reproduction est mécaniquement impossible. Donc on aura dépensé des millions pour une passe à poisson, le saumon est passé, et à la fin il ne peut même pas pondre parce qu'on a bloqué les cailloux. C'est vraiment lié en fait. Sauver le poisson sans sauver le gravier, ça rime à rien. C'est une impasse totale. La dynamique des sédiments est primordiale pour que la rivière puisse se modeler et nourrir sa propre base alimentaire. En fait, toutes ces informations changent complètement notre regard sur ce qui nous entoure. Pour quiconque écoute cette analyse, la prochaine fois qu'il y aura une petite balade le dimanche près d'un pont, d'un canal tout droit ou d'un vieux moulin pittoresque, Ça ne sera plus juste un joli paysage romantique. ah bah non, ce sera la vision d'un système corseté, la vision d'une route où se joue la survie d'un écosystème en temps réel, du plus gros poisson jusqu'au plus petit grain de sable. C'est un organisme géologique en mouvement permanent, qui cherche constamment à libérer son énergie. Et d'ailleurs, pour prolonger cette idée, la source nous pousse vers une réflexion encore plus globale qui va au-delà du lit de la rivière. C'est-à-dire? On a beaucoup parlé de l'impact dramatique des barrages qui bloquent la circulation de l'eau en amont et en aval. C'est la connectivité longitudinale. Mais si la rivière est réellement un organisme vivant, il faut s'interroger sur sa connectivité latérale. Que se passe-t-il sur les terres tout autour? Ah oui, quand on construit des grosses digues pour empêcher l'eau de déborder en hiver. Exactement. En figeant artificiellement le lit du fleuve pour protéger nos villes, on l'empêche d'inonder les plaines alluviales. Or, ces crues sont censées recharger les terres en nutriments et créer des zones humides cruciales. C'est une véritable invitation à repenser notre volonté constante de figer la nature géographiquement. On veut que la rivière reste à sa place, sur la carte, point barre, alors qu'elle a besoin de respirer, de déborder, de recréer de nouveaux virages. Et c'est peut-être là notre plus grand défi pour l'avenir. Accepter de perdre un peu le contrôle spatial pour regagner de la résilience écologique. Une perte de contrôle nécessaire, oui. En tout cas, c'est une sacrée leçon d'humilité face à la nature. Ce fut un véritable plaisir de partager ces découvertes aujourd'hui. Le plaisir est partagé. C'était vraiment passionnant de décortiquer tout ça. Merci à tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources.